Salut à tous. Le coin du débutant, donc la playlist va donc s'enrichir de 7 vidéos maintenant. Débutant RC, épisode 17 ou 18, ou ne serait-ce pas déjà le 19, le moteur. Opération le moteur. Alors, le moteur, on va laisser de côté les charbons, d'accord? On va attaquer tout de suite par le brushless parce que c'est tout ce qui nous intéresse. Petite mise au point. Il y a une fois un ingénieur, un vrai ingénieur, qui avait fait une chaîne YouTube qui nous a sorti que de toute façon, il faut arrêter. La différence de charbon et le brushless est ridicule, puisque les meilleurs charbons ont une rentabilité, donc c'est-à-dire entre le courant qu'ils absorbent et la puissance qu'ils restituent, c'est-à-dire entre 1000 watts, ils vont sortir 75%, donc 750 watts, alors qu'un moteur brushless basique fait à peine plus. Donc il avait fait le calcul sur une consommation de 1000 watts, avec ton charbon, tu arrives à cette distance, et avec le moteur brushless, tu arriverais à peine plus loin, sauf qu'il a pris le meilleur des charbons, contre le pire des brushless, ce qui n'a aucun sens, puisque les meilleurs brushless, les nerfs, ont 94 à 96% d'efficacité, donc ils absorbent 1000 watts et ils en recrachent 940 derrière. Donc là, la différence est quand même significative, surtout si tu prends un moteur du coup bas de gamme et bas de gamme. On va être à 50% contre 75%. Et surtout, il a oublié l'essentiel, c'est que ton moteur charbon, si tu prends un moteur brushless, pour avoir la même puissance, il sera 2 fois plus petit, plus léger. Et donc, si tu prends un moteur de la même taille, ce qu'il a fait pour comparer charbon et brushless, tu vas te retrouver avec le double de la puissance. Ce qui fait qu'en absorbant autant de watts, ton engin aura parcouru quand même beaucoup plus de distance. Soit parce que tu es allé plus vite et la coupure, tu as causé 1000 watts, il a plus de roue libre. Soit tu restes à la même vitesse que le charbon, l'autre il va s'arrêter et toi tu vas faire encore le double de la distance au total en fait. Donc ça n'avait aucun sens ce comparo-là, complètement à côté de la plaque. Il a par après stoppé sa chaîne parce que ça partait tout et n'importe quoi. Donc c'est le brushless, c'est par rapport au charbon. Le charbon c'est pas cher. Sortie d'usine en Chine, toi en tant que personne privée, tu peux acheter un moteur taille 550, en fait tu pouvais, maintenant c'est passé à 7. À un moment donné, tu peux acheter un Titan 775, enfin un moteur de perceuse 775, donc pour emmener un Summit, un moteur qui tourne en 4S lipo, à, accroche-toi bien, 5 euros et un 550 à 2,05 € avec le choix des tours. Donc, bon, tu vois, voilà, bref. Donc, le brushless. Selon les tailles des véhicules, bien évidemment, tu as plein de tailles de moteurs. Et là, les gens s'y perdent un peu. Attends, on va prendre des moteurs par là, qui sont déjà ouverts. D'accord? Tu as différents types de moteurs en longueur, en diamètre. D'accord? Et ce qui est très important, c'est la puissance. Tu vois, par exemple, ce petit moteur-là, qui fait 1200 watts, et un moteur plus gros, qu'on utilise généralement en 8e, de faible qualité ou bas de gamme, va aussi peut-être faire 1200-1500 watts. Donc, c'est pour ça que tu vas te dire, mais celui-là, il peut emmener un même engin que ça. Et c'est là que tu vas te planter, puisque le moteur a plus gros diamètre, il a plus de couple. Et ça fait une énorme différence, parce que ce moteur monté dans un engin qui a une grosse réduction va faire un boulot presque similaire à celui-là. Mais on l'a montré dans cet engin-là, ce moteur équipé d'un dissipateur et d'un ventilateur chauffe plus qu'un moteur de cette taille-là, sans rien. Au final, il ne roule pas plus longtemps. Celui-là, il roule plus longtemps si on le met à la même vitesse que celui-là. C'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Donc, regardez bien le poids de vos véhicules, les specs par catégorie en général de ce qu'on utilise comme moteur, parce qu'il y a vraiment des tout petits. Attends voir, je vais te sortir des mini. Tu vois? D'accord? Donc, beaucoup de constructeurs utilisent le diamètre en millimètres, donc 28 mm x 50 x 45 x 35, 36 x 50, 52, 65, 68, 74, 82. 40 ou 42, ça ne change rien parce que c'est avec ou sans ailette. Donc là, on a 40, ici on a 42. Voilà, c'est encore plus flagrant. Là aussi. Donc ça s'appellera 42, mais il ne sera pas plus balèze qu'un 40. Globalement,
selon les tailles de moteur, ils ont tous des rotors de taille identique à l'intérieur en diamètre. Mais certains constructeurs ont fait des moteurs avec des diamètres de rotor un peu plus gros, ce qui amène donc aussi plus de puissance. C'est Serpent qui a utilisé des moteurs rebadgés comme ça. Tu as des moteurs 2 pôles, 4 pôles, 6 pôles, etc. Plus tu as de pôles, plus tu as de couple. Plus ton moteur est gros en diamètre, plus il a de couple, plus il est long, plus il a de couple. C'est là. Attention, tu vas t'y perdre très vite. Il y a des constructeurs qui ont fait des moteurs longs qui dedans cachent des moteurs courts. Traxxas, 2200 kV. Et à l'intérieur pas plus gros que ce moteur-là au final, d'accord, qui est quand même plus petit. Mais Traxxas, ça fait aussi l'inverse. Dans le moteur du Sledge, qui est cette taille-là, ils ont quasiment ce moteur caché à l'intérieur. On a ici, parce qu'il te manque le carter, hein, devant, tu vois, un moteur de 82, ça c'est un moteur de 75, et ils ont réussi à planquer un moteur quasiment, un rotor et un stator, presque la même taille que ce qu'il y a là-dedans. Donc 40 ou 42, là pareil, 68, 65, même 60, 74, 82, 92, etc., 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 jusqu'à n'importe quoi, tu vois, des grosses saucisses comme ça, n'est-ce pas? Et ça continue, hein, selon les échelles et les tailles, 56, 58, maintenant 70 mm, des moteurs comme ça, qui sont donc équipés de rotors comme ceci. Das ist ein Rotor, ja. C'est pas le rotor de celui-là. Ça, c'est le rotor de celui-là. Tu vois, c'est presque pareil, mais seulement presque. Ok? N'oubliez pas que c'est un tuto débutant, donc on ne va pas s'étaler dans trop de choses, dans trop de détails. Donc tu fais attention à la taille de ce qu'il faut dans ta voiture. Si tu as un véhicule débutant avec un moteur charbon, c'est une vaut la bonne en ce moment parce que c'est vraiment pas cher. C'est pour un constructeur 50 cents à la sortie de l'usine ou 30-50 cents. Un variateur pareil, moins d'1 €. Ensuite, bien sûr, vendu chez nous 35 €, entre 20 et 35 € le moteur charbon et entre 20 et 50 € le variateur charbon. Toi, en tant que personne privée, tu peux acheter un variateur charbon en Chine à 6 à 10 € et un moteur entre 5 et 10 € qui aura les mêmes performances que ce que tu as dans ton petit RTR charbon. En taille, maintenant, je parle en 1/10. Donc, cette taille-là de matos, d'accord? Comme ça, tu vois? Pas compliqué. Donc, tu t'es déjà perdu dans les tailles. Tu t'es perdu dans les nombres de pôles. Ok? T'es prêt? Maintenant, je vais te paumer dans les nombres de tours. Ce qu'on appelle les tours, c'est le nombre de tours qu'il y a sur les bobinages moteurs. Plus il y a de tours, plus le moteur a de couple, mais plus il tourne lentement. Moins il y en a, plus il va vite. Il y a une chose commune à tous, c'est plus ils vont vite, plus ils consomment. Plus ils sont gros, plus ils consomment. Plus ils sont longs, plus ils consomment. Un moteur qui a plus de kV qu'un autre, de la même dimension exactement, n'est pas plus puissant. Il va consommer plus. Il faudra lui mettre un pignon plus petit. Si tu prends par exemple un 10 tours ou un 30 tours, le 30 tours qui a la même puissance que le 10 a beaucoup plus de couple. Donc il pourra en emmener un engin plus lourd ou un pignon plus gros. Alors que le moteur avec moins de tours sera idéal dans un engin léger avec un pignon plus petit pour monter plus vite dans les tours. Donc ça sera plus brutal à conduire, un engin avec beaucoup de tours et un peu petit pignon, qu'un moteur à bas KV avec un gros pignon. Là, par exemple, à l'image de la Tamiya Cup qui roule avec un moteur brushless avec beaucoup de tours et un pignon comme ça, sur une couronne comme ça. Donc dès que tu touches ta gâchette, ça part mollement, c'est à fond tout de suite, c'est fini, toi t'es mis course, t'es déjà à fond, il n'y a plus rien. Alors qu'avec un moteur qui a plus de carré, on l'a montré en vidéo, avec un pignon plus petit, c'est beaucoup plus réactif, sortie de virage, machin, bide. Donc c'est plus agressif. Mais oui, tu chauffes plus. Donc pas confondre. Surtout pas. Le but des différents carrés, c'est que chaque taille de moteur et chaque qualité de moteur, chaque constructeur, c'est pour ça que c'est important d'avoir les données constructeurs, on en manque de ces données constructeurs. Par exemple, Obi-Wan ne donne quasi aucune donnée. Il ne te donne pas les tours max possibles par le rotor, il ne te donne pas la puissance
maxi, te donne que la puissance constante. Donc il y a des constructeurs comme ça, il y a des gens qui sont allés voir sur le site, ah ouais, regarde, ce moteur fait 2004, le Obeaming fait que 1002, le Obeaming c'est de la merde. Sauf que Obeaming a donné sa puissance continue et que l'autre te donne sa puissance max. Avec sa puissance max, en général, c'est la moitié pour la puissance continue. Donc ton 2400 fait aussi 1002, tu seras au même truc. Je dis bien en général parce que ça dépend justement de la qualité du moteur. Plus ton moteur a de l'efficience, donc je t'ai expliqué avant, il consomme 1000 watts, il sort 950, d'accord? Plus ta puissance constante sera proche de la moitié, justement, moitié ou un peu plus que la max. Il y a des moteurs qui sont comme ça à 2400 watts max, qui sortent 1500 en continu, parce qu'ils sont de très bonne qualité, et il y a les moteurs de mauvaise qualité qui sont à 2400 maxi, mais qui en continu ne sortent que 1000, parce qu'ils perdent trop de courant. Dans un moteur brushless, il y a une seule pièce mécanique en mouvement, ce sont les roulements à billes. Donc il faut s'assurer d'avoir des bons roulements dans ces moteurs, il faut les changer de temps en temps, il faut les huiler, il faut faire attention. Il y en a qui sont super exposés à la poussière, à la saleté, il y en a qui sont planqués à mort. Planqués à mort ne veut pas dire que rien n'y va, il y a forcément un espace entre le rotor et le carter ici où quelque chose va passer. De plus en plus, on voit des constructeurs qui ferment un max les moteurs, c'est-à-dire qu'on a ici les filetages non débouchés, on a des carters à air fermés, on a un peu de silicone dedans ou de la colle pour fermer les carters pour que plus rien ne passe. On a des moteurs qui sont ouverts devant, derrière, on a des moteurs pistes qui ont des ouvertures, des moteurs bateaux qui ont des ouvertures, parce que plus le moteur est ouvert, plus il est léger, plus il ventile, moins il chauffe. Donc là aussi, tu vois, tu t'es perdu dans la taille, tu t'es perdu dans le bobinage, tu t'es perdu dans les tours minutes, tu t'es perdu dans la puissance. Je viens de te perdre encore avec ouvert-fermé et je vais rajouter une couche finale pour t'avoir perdu définitivement. Il y a les bobinages delta et les bobinages Y. Donc en delta, c'est en triangle et en Y, ben, c'est en étoile. Chacun ses termes. Le delta a plus de couple, monte moins dans les tours. Donc deux moteurs parfaitement identiques. Un bobiné en delta, l'autre bobiné en Y. Sur un Y va prendre plus de tours minute par volt, donc aussi plus de tours minute finale. Le delta prendra moins de tours, mais aura plus de couple. Plus de consommation aussi dès qu'il tourne, en fait. Il y a plus de résistance pour le faire fonctionner. Par contre, il aura une roue libre moindre, donc un frein automatique de lui-même, et un meilleur freinage. Dans le temps, on avait beaucoup de moteurs très balèzes sur ça. Et maintenant, les constructeurs se dirigent vers des moteurs de plus en plus libres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Vous avez vu le moteur Lenner qu'on a montré l'autre jour pour Parrain Sergio. Il a carrément, tu as l'impression qu'il n'y a rien, que c'est une roue totale. Parce que le moteur, malgré qu'il soit gros, peut prendre des tours de fou. C'est un 1300 kV, il peut tourner en 8, 10 ou 12 S. Donc le bordel, il peut envoyer autant de tours minute alors qu'il est aussi gros qu'un petit. Donc là aussi, la plupart des constructeurs ne te donnent pas spécialement les specs. Certains constructeurs, oui, te disent delta ou Y, notamment par exemple TP Power, Lenner, SSS, Léopard. Les courants après, Obeaming, Castle, tout ça ne te donne pas grand-chose. Il y a aussi bien sûr énormément de rebadge. Obeaming sont rebadgés par beaucoup. Il y a SkyRC qui sont rebadgés par beaucoup. Il y a donc les Taurus Surpass Hobby qui sont rebadgés par beaucoup. Ça change les couleurs, les formes, les machins, à toi de voir ce que tu veux. Il y en a des prix qui varient un petit peu, tout ce que tu veux. Ce qu'on aimait bien avant, c'était chez Castle, même si c'était plus cher, c'est qu'on trouvait toutes les pièces au détail. Il faut acheter le carter avant, les roulements, le rotor, etc., le stator, pas très cher, et tu pouvais réparer ton moteur à gogo. Donc tu arrêtais de payer beaucoup parce que tu pouvais réparer à gogo, alors que le Obeaming, tu les achetais complets, c'était pas cher. C'était 60-65 euros, un moteur équivalent à un Castle qui coûtait 150 à l'époque. Maintenant, on est passé dans les 200-250, et chez Obeaming, à 120-130. Bon, on retrouve des moteurs moins chers. D'accord? Donc c'est à toi de faire tes choix. Donc fais bien gaffe au poids de ton véhicule, à la puissance dont tu as besoin. Pour les KV, c'est pas compliqué. Si tu veux de l'endurance, tu prends pas trop de KV. Si tu veux atteindre le max de ce que tu peux faire avec ton moteur, tu prends un max de KV. C'est pour ça qu'il y a des moteurs, par exemple, de cette taille-là, qui ont des rotors qui tournent à maxi 60 000 tours, qui sont 2400 kV, qui prennent quand même un certain voltage, donc 6S par exemple. Et pourquoi ça? Parce que, selon ce que tu fais avec ton véhicule, donc un véhicule léger, une pistarde, que tu veux être rapide,
et tu es limité en S par la réglementation de la compétition ou de ton club ou n'importe. Tu vas utiliser un moteur, donc pas trop gros, qui soit bien léger et qui peut prendre avec les volts que tu disposes. Donc par exemple ici 15 volts sur un 1/8. Tu vas prendre un 2400, 2700, 2800 kV pour arriver à ces 60 000 tours, donc tirer le maximum possible du moteur pour ta ligne droite. En tout terrain, c'est l'inverse. Tu vas prendre un peu moins de kV parce que ça roule un peu moins vite. Du coup, tu vas profiter de plus de couple puisque tu roules avec des roues avec des crampons dans la terre, etc. C'est à chacun de faire ses choix. Après, avec les... J'avais dit j'arrête de te perdre, mais c'est pas fini. Les moteurs modernes, tu as une plage d'utilisation beaucoup plus grande puisque l'arrivée... on avait déjà des capteurs, mais maintenant, c'est arrivé encore à être bien plus performant sur ces capteurs. Donc, on a des moteurs qui peuvent partir vraiment au quart de poil de mollet de fourmi, c'est-à-dire que tu vas vraiment tourner ta roue à cette vitesse-là pour partir. Tu vas quand même arriver à une vitesse finale de dingue, et même avec un 1900 kV, avec 30 degrés de timing, tu vas arriver à la même vitesse que le 2800. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Il y a des limites vers le bas et vers le haut, toutes simples. C'est que il y a des constructeurs comme Arma ou Traxxas qui utilisent des moteurs de cette taille, tout d'un coup, des engins de 5 kg. Ce qui n'est pas bon du tout. On est sous-motorisé, le moteur souffre, il chauffe, la lipo souffre aussi parce qu'on lui tire beaucoup de jus dans la gueule. Ça respire pas vraiment. L'avantage, c'est que c'est pas trop brutal pour la méca et du coup, ça tient longtemps. Mais tu fais gaffe aux limites de surchauffe du moteur pour pas qu'il claque. Il te faut des bonnes batteries, c'est sûr. Alors que si tu as un moteur assez gros, dans un engin de 5-6 kg, comme ça ou comme ça, tu as sur le papier une consommation plus grande puisque tu as un rotor plus long, plus gros en diamètre. Donc ton moteur consomme déjà plus que celui-là sur le papier. Sauf que celui-là va forcer pour emmener la machine, celui-là ne va pas forcer. Donc c'est en haut, arrivé dans les tours, que celui-là, il va être... Alors que lui, il va être... Il n'arrive plus. C'est là la grosse différence. Il y a des blagues au niveau des axes moteurs. On a du 10 mm, du 8 mm, il y avait du 6, je ne sais pas s'il y en a encore, c'était utilisé en bateau, en hélico, du 5 pour les grosses tailles. Après, quand on descend dans les petites tailles, on a du 5 et du 3,17 pour ce qui est utilisé généralement en 1/10, donc soit du petit indice ou du indice plus gros, genre un short curse, puisque ceci est une pistard 1/10, ceci est un short curse indice. Comme tu peux voir, il y a quand même des différences assez énormes. On a un poids de 1,5 kg à 2 kg. Ici, on a un poids, par exemple, arrivé à 3 kg, 3,2 kg. Donc, tu n'utiliseras pas la même taille de moteur. Ici, un 3650 avec beaucoup de tours. 3 tours 5, ça fait un 8 ou 9000 carrés. Donc, ça va monter les tours très vite avec une batterie 2S. Là-bas, tu vas plutôt mettre une 3S. Si tu roules en loisir, tu peux même t'amuser à mettre une 4S si elle n'est pas trop lourde. Donc, ce qu'il ne faut pas avec ton équipement électrique, c'est trop alourdir le véhicule. Donc, mettre un moteur trop gros aussi, puisque trop petit, vous avez vu sa force. Et si tu mets ça là-dedans, tu n'en profiteras pas du tout. Ton électronique va être tellement lourde que ta transmission va en chier, ta suspension va en chier, tes bras de suspension vont bananer et tu n'arriveras pas à exploiter la puissance maximum. Tu n'arriveras pas à la passer au sol, le moteur va tourner dans le vide, il va chauffer un max parce qu'il va être à fond tout le temps. Parce que ces gros moteurs, évidemment, n'ont pas autant de tours minutes que ces petits moteurs-là. Ici, on a des moteurs 9000 kV dans cette taille-là qui prennent sans problème du 3S. Donc, tu t'approches des 100 000 tours minute. Alors que 100 000 tours minute avec un gros moteur comme ça, tu n'y arriveras pas. TP Power fait maintenant des moteurs de cette taille qui ont un maxi de 60 ou 70 000 tours sur quelques secondes. C'est 1, 2 ou 3 secondes pour les gens qui font des speedruns, donc des VMAX pour battre des records du monde. Après, c'est fini, le rotor éclate. Il y a une limite physique à ces rotors. Plus ils sont petits, plus cette limite est loin. Un petit moteur comme ça pourra prendre 150-200 000 tours. Le problème, ce sera bien sûr les roulements là-dedans. D'accord ? Et il faut que le vario puisse suivre aussi, puisque le variateur, tous les variateurs ne peuvent pas gérer des tours minutes de dingue. Il y en a qui sont limités en tours minutes. Voilà, par contre, ces gros trucs-là, lui, il peut gérer un moteur à 240 000 tours minutes. Ça ne sert à rien, puisqu'il n'est qu'en 12S, et qu'en 12S, on ne trouve pas de moteur qui prend autant de kV. Je n'ai pas trop compris l'intérêt de faire ce genre de truc, à moins que si tu utilises ce genre de vario qu'un moteur beaucoup plus petit. Plus petit que ça, plus petit que ça, plus petit que ça, pour arriver à 240 000 tours minute, ça va être des moteurs comme ça.
Donc, utiliser un variateur comme ça, qui fait 600 grammes avec ce moteur-là, ça fait que le moteur n'arrivera déjà pas à tirer le variateur, le véhicule et la batterie 12S pour l'emmener à ses 200 000 tours, d'accord? Même s'il était en... Parce qu'on a des moteurs comme ça maintenant, 13 ou 15 000 carrés, sert à rien. Il faut rester dans une certaine balance, d'accord? C'est quelque chose que tu découvriras plus avec l'expérience. Tu peux te renseigner un peu à droite, à gauche. Tu regardes ce qu'il y a, comme dit, de base sur les véhicules. Tu regardes un peu ce que les gens ont changé. Très bel exemple, le X-Max. Le X-Max qui a un moteur à la base de 49,85. 49,85, qui lui va bien avec ses 10 kg. Et tu peux y mettre un moteur, par exemple, de 56,80 ou 56,90 sans problème. Après, passer sur le 56 113 ou 120, ou encore pire, 70 par 120, dans un X-Max, ça n'a aucune utilité. Tu ne pourras jamais exploiter la puissance de l'ensemble dans le véhicule. Donc tu ajoutes du poids, tu ajoutes de la consommation, tout ça pour rien. Et tu dépenses une fortune et tu n'en profiteras jamais. Et la moindre erreur de conduite, tu vas exploser la transmission. Pareil pour ces engins-là, si je vais mettre un moteur comme ça là-dedans, ça ne va pas bien se passer. Je serai obligé de tout modifier déjà pour mettre un pignon plus gros que la couronne. Quelque part, il faut mettre mes éléments. Il lui faut 6S pour respirer celui-là. Donc, il faut mettre une 6S à bord. Même si on part sur une 6S 1000 ou 2000 mAh pour rester léger et compact pour un speedrun, on a quand même un moteur ici de 700-800 grammes et il faut un variateur qui soit capable de gérer 300 ampères pour emmener ce moteur. Résultat, donc, tu te retrouves avec un machin comme ça pour gérer 300 ampères, puisque tu vois, la plupart des Vario ne vont pas y arriver, ou même un Max 5 lui, tu vois. Voilà, imagine le délire. Max 5 G2. Encore, s'il a 300, il faudrait vérifier s'il peut encaisser ce moteur. Plus ça, donc 500 grammes, 700 grammes, 1,2 kg, tu doubles le poids du véhicule. Tu vois déjà, ta transmission, elle n'arrivera pas. Ça va tellement lui peser dessus que tu vas déchirer la transmission avant de jamais arriver à ta VMAX. Ok. Si tu as le budget, bien sûr, tu peux expérimenter un peu à droite à gauche. Si tu n'as pas de budget, renseigne-toi bien, pose les bonnes questions. Préfère prendre un ensemble qui va juste bien dans ton engin que de prendre un truc sous-motorisé parce qu'on te dit ça suffit, ou de surmotorisé parce qu'on te dit il faut plus de puissance. Je suis bien sûr un fan de il faut plus de puissance, mais comme dit, ça dépend du véhicule, de ce que tu veux en faire et de ce qu'il peut subir. Plus, je te l'ai dit, ton moteur est gros en diamètre, plus tu as de couple parce que ton aimant est grand. D'accord ? Donc il a aussi plus d'inertie, de poids en rotation. Plus ton rotor est long, plus ton moteur va chauffer. Donc un moteur comme ça va chauffer beaucoup plus qu'un moteur comme ça, même s'ils avaient la même puissance. Les moteurs qui ont beaucoup de couple, tu te dis bon, je peux mettre du coup un pignon énorme, mais tu vas partir avec énormément de tension, puisque le rotor est très long, donc un grand champ magnétique, et tu vas partir en faisant ce qu'on appelle du cogging. Ça, c'est ce qui t'arrive aussi systématiquement avec n'importe quel moteur. Quand tu as un pignon ou un étagement trop grand, quand tu veux partir doucement, clac, 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 il met des à-coups en partant. Si tu pars un peu plus fort, il peut patiner, il peut partir. Ce qui n'arrivera pas qu'un moteur qui a plus de kV, un pignon plus petit, même si tu veux arriver à la même vitesse. Alors là, tu as un moteur, par exemple, celui-là, il est délirant, il a 2000 kV, sur lequel tu vas pouvoir mettre un pignon de 30. Tu arriveras donc au même résultat qu'avec un moteur de 4000 kV et un pignon de 15. Tu arriveras à la même vitesse finale. Sauf qu'avec l'autre, avec le plus petit pignon, ça va aller mieux. Côté accélération en bas, alors que lui, il peinera moins à arriver en haut. Il y a plein de prises possibles. Ça va du connecteur 2-3 mm 4 sur certains dixièmes. Après, on arrive sur des trucs un peu plus standards, 4, 5, 6, maintenant 8. Au milieu, il y avait encore certains constructeurs qui tout d'un coup utilisaient des 5.5.
5.5 c'est pas très courant, donc renseigne-toi donc bien sur les prises. Renseigne-toi si elles sont dessus. Il y a des moteurs qui arrivent avec les fils à l'air libre. Il y a des moteurs qui n'ont pas de carte dessus que tu dois souder toi-même. Il y a des moteurs qui ont des fils souples, donc il est très facile de souder, hein, puisque c'est justement du fil souple. Et il y en a qui ont du fil rigide, qui est le bobinage. C'est pour ça que là, tu as des moteurs ouverts. Tu pars directement avec le câblage du bobinage en cuivre jusqu'au bout. Ce qui est mieux que les fils souples qui sont installés là par après, qui ont un peu plus de résistance. Après, ne remarque pas trop la différence. Le problème, c'est pour la soudure, c'est plus compliqué pour toi. Donc assure-toi d'avoir ce qu'il faut. Selon le variateur, puisque les variateurs, bien sûr, tu en as des variateurs de cette taille-là, par exemple, qui ont des cosses en 4,5, et tu en as qui ont du 5,5 ou du 6, pour le même variateur, pour le même type de moteur, avec la puissance finale et tout, et les kV, ça dépend des constructeurs, en fait. Nous, on aimerait, bien sûr, c'est que ça se répartisse sur quelque chose de plus standard. Ça vient de plus en plus, hein, les moteurs étant un peu plus puissants, on passe de plus en plus tout simplement sur du 6 mm plutôt que du 4,5. Ceux qui avaient une certaine génération de Arma l'ont vu passer. Ces connecteurs en 4,5 sur des moteurs de cette taille-là en 6S avaient un gros problème. Tu les dessoudais les câbles, alors que ceux-là tiennent beaucoup plus. Pour l'entretien, il faut entretenir les roulements. Si c'est un moteur qui est ouvert, il faut le nettoyer régulièrement. Un petit coup de soufflette suffit en général. Moteur fermé, il faut aussi l'ouvrir de temps en temps. Si tu sais que tu es passé dans la poussière très très fine ou dans l'eau. Alors si c'est un moteur complètement fermé où c'est écrit IP67 dessus, maintenant ça commence à venir IP65 ou 67, ça ne devrait pas avoir de problème. Sur ce genre de moteur, tu vois, ça peut rentrer. Et sur ce genre de moteur, ça peut rentrer. Et sur des moteurs qui ont des carters avec plusieurs trous de vis dont certains sont ouverts, ça peut rentrer tout simplement par ces petits trous-là. L'eau, bien évidemment, aussi, va partout. Donc tu te méfies. L'eau ne fait rien à l'intérieur, à part oxyder si ça ne sèche pas assez rapidement. Étant donné que ton moteur peut monter à 60 ou 80 degrés, théoriquement, il sèche tout seul. Ce qui rend aussi le risque pour les roulements plus petits, si tu roules fort. Si tu roules doucement et que tu passes dans l'eau, ce que aiment bien faire les crawlers, là, évidemment, quand tu as fini ta session, tu sors ton moteur du véhicule, tu l'ouvres, tu le nettoies, tu regresses, tu rehuiles, tu remontes, c'est reparti. Il faut en prendre soin. Les casses possibles. Bobinage cramé parce que tu es allé trop fort. Pignon trop gros, véhicule trop lourd, trop forcé dans la gadoue à vouloir pousser un autre. Câblage endommagé, ça va, puisque tu peux aller réparer jusqu'au bobinage ici, tu peux ressouder à partir de là un câble, si tu sais le faire. Les roulements, bien évidemment, qui peuvent gripper, casser. Si tu fais pas gaffe, ces roulements peuvent se gripper et tourner dans le logement. Je t'ai dit toutes les vidéos cymbriques de cette série débutant RC. Tu reviendras à ce qui se passe pareil dans l'épisode des roulements sur les porte-fusées ou autres. Tout roulement qui se grippe peut tourner dans sa portée et bousiller la portée. Donc là, après, il te faut un carter moteur, c'est plus compliqué à avoir. Comme il y a plein de gens qui cassent des moteurs, n'hésitez pas à demander à droite à gauche. Moi, j'ai une collection d'une dizaine de carters qui traînent. J'ai des corps de moteur, carter avant, carter arrière. J'ai des choses qui traînent comme ça. De temps en temps, on peut réparer des choses, dépanner des gens qui n'ont pas trop les moyens. Ou qui n'ont pas fait gaffe et à qui c'est arrivé, et ça fait des heureux pour 0 €. Ça, on aime bien. Et le point le plus sensible du moteur, son bobinage. Son rotor. Généralement couvert de Kevlar. Maintenant, ça se faisait déjà un moment chez Thunder Tiger. Quick Run Hobby G2 se retrouve avec un manteau en acier. Le problème du manteau en acier, c'est qu'il y a une perte d'efficacité, ton rendement diminue. Donc, les 1000 watts rentrés ne sont pas restitués au plus proche des 1000 watts de l'autre côté. Par contre, une énorme solidité puisque l'aimant ne pourra jamais se décoller du rotor. Il y en a qui vont sûrement y arriver. Ce qu'ils vont toujours réussir à faire, c'est en cas de surchauffe. Je vais te le montrer là. Là, tu le vois bien, celui-là, il a pris. En cas de surchauffe, les éléments ici sont uniquement collés sur l'axe, se décollent et commence à tourner autour, se déplacer d'avant en arrière. Donc là, c'est foutu pour ton moteur. Certains ont essayé de recoller, mais sans grand succès. Ça ne marche pas vraiment super bien. D'accord? Quand tes roulements sont endommagés ou qu'il y a trop de saleté à l'intérieur, ton manteau en Kevlar peut s'arracher, se foutre partout.
Ça ralentit pas le moteur en général, il ne le remarque pas, mais après, ton aimant est exposé à explosion et tout le reste. Est-ce que j'ai quelque part ici un rotor qui traîne avec un aimant endommagé que je puisse te montrer ça facilement? Yes. Ici, tu vois bien que Kevlar s'est barré et que les aimants ont pété, sont sortis. C'est aussi une raison pour laquelle les constructeurs utilisent des aimants de moins en moins balèzes, puisque l'aimant en lui-même, la matière qui fait l'aimant, n'a pas de vraie solidité structurelle. Donc, moins les aimants sont balèzes, plus en fait ils contiennent du fer qui lui résiste un peu mieux, et d'où qu'on se retrouve avec des moteurs de cette taille-là qui arrivent à monter beaucoup dans les tours parce que j'utilise ce type de rotor. Contrairement à ce moteur-là, par exemple, qui lui, à l'inverse, il a des aimants hyper méga balèzes. Ah, fallait suivre au début, maintenant ça va se mélanger. Tu as du mal à tourner ce rotor à la main, d'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, aimant plus balèze égale plus de couple, plus de conso. Bobinage delta égale plus de couple, plus de conso. Donc si tu as un moteur en delta avec des aimants balèzes, tu as vraiment le moteur V8 Atmo, 200 chevaux, comparé à si tu prends un moteur de la même taille qui a des aimants faibles en bobinage Y, à un 1,4 litre tout simplement TFSI. On a 2 fois 200 chevaux, pas du tout les mêmes réactions. Il y en a un qui a un couple monstrueux qui peut arracher dès le départ avec un rapport long. L'autre, il va lui faire une boîte de vitesse super étagée pour arriver à ses max dans les tours. Par contre, il va être plus brutal justement dans les tours que l'autre. Donc, deux choses différentes, deux conduites différentes. Ça dépend de ton confort, de ce que tu aimes bien. Et là, je te ramène sur le capteur qui peut joindre le tout. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est de la brutalité d'utilisation de ces moteurs, par exemple, Castle a d'office 100% de sa patate. C'est-à-dire que tout ce que tu fais à la gâchette, le moteur l'envoie. Tu lâches, tu prends, tu lâches, tu prends, tu lâches, tu prends. Le moteur, bam, 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 il envoie à chaque fois. Sur les autres, c'est d'office un punch réglé relativement au milieu. Donc, quand tu lâches tes gaz, tu reprends. Ça ne met pas un à-coup brutal de toute la puissance qui manque. Elle revient progressivement. Et sur les toutes dernières versions, notamment chez Obi-Wan, c'est encore assoupli beaucoup plus. C'est-à-dire que là, vraiment, tu es à fond, tu lâches, tu reprends, le moteur prend plus d'un coup. Il reprend tout doucement jusqu'à arriver au tour minute où il est, et là, il repart tendrement. C'est très bien sur la piste. Quand tu es dans le tout-terrain et que tu veux faire des figures, c'est pas bon. Donc là, tu vas augmenter ton punch. Plus tu augmentes ton punch, plus ton moteur va prendre des coups, puisque le champ magnétique va varier rapidement à chaque réaction, bam, bam, bam. Plus ta batterie va souffrir, plus ton véhicule, lui, en l'air, va avoir des réactions brutales, donc pouvoir faire ballonner ses roues, pour faire ses figures, tout le reste. Idem sur le freinage. Là, je vais te rajouter la fréquence dans le bordel. On en a parlé de la fréquence. Plus ta fréquence est élevée, plus ton moteur va partir fort. Plus ta fréquence est basse, plus il va partir au pas à pas. Fréquence basse de freinage égale un freinage très très doux, voire qui ne verrouille jamais. Une fréquence de freinage élevée, tu peux bloquer les roues nettes avec même un tout petit coup de frein. À l'inverse, à l'accélération, si ta fréquence est trop basse, j'y vais. C'est un peu comme la tension du corps. Tu n'as pas de tension, tu es mou. Et quand tu as de l'hypertension, tu as beaucoup de kilohertz. Vois-le comme ça. C'est la différence entre les gens pas réactifs et les gens réactifs. Donc les gens pas réactifs ne tirent pas trop sur le matos, les gens réactifs tirent à mort sur le matériel, comme je te dis. Dans le véhicule, ce qui peut causer destruction donc, du rotor, je te l'ai dit, montée en température trop haute, trop longtemps, surchauffe. Arrêt brutal. Arrêt brutal causé par quelqu'un qui a atterri au sol avec les roues qui tournent à fond, par exemple. Ça, c'est un grand classique. Donc, tu mets un choc à toute la transmission qui se répercute au moteur. Tu peux avoir sur certains ensembles de véhicules des saletés qui vont passer entre couronne et pignon. Je te ramène sur l'épisode des rapports de transmission, pourquoi fermer, ouvert, tout ça, tralala. Quelque chose qui passe entre les dents, qui va forcer sur le rotor et qui va écarter la couronne et le pignon moteur. Donc, soit c'est la couronne qui claque, soit c'est le pignon moteur. Si c'est aucun des deux,
ça s'est vu beaucoup sur les R1 à un moment donné, les axes moteurs tordus. Là aussi, on a une dégradation du matos pour gagner niveau fric. Les axes sont de plus en plus tendres. Avant, on avait des axes moteurs très très durs, donc on cassait courant de pignon à gogo, mais le moteur morflait quasiment jamais. Par contre, au roulement, lui, à voir l'épisode des roulements, il en prend plein la gueule en diagonale. Ses roulements s'aplatissent, s'ovalisent, et ses mimi, c'est rara. C'est la même merde. D'accord? Donc fais ton bon choix moteur. Fais gaffe à la condition d'utilisation, sur la brutalité et l'environnement. N'hésite pas à faire l'entretien. On a déjà des tutos, des montages, remontage des moteurs avec les bacs, les calages, les machins, les bidules. Donc tu vas voir ça dans le coin du dépanneur, le coin du débutant. Tu peux aller voir la playlist. Je n'ai pas fait de playlist. Dans la playlist Vario, on ne parle pas de ça. Mais c'est peut-être aussi dans tes montages, remontages. On fera peut-être plus tard une annexe à toutes ces vidéos avec des choses un peu plus complexes. Celui-là, par exemple, regarde, le rotor c'est scindé en deux. Tu as l'arrière du rotor qui est un endroit différent de l'avant. Ça pose un problème, parce que, comme tu as pu le constater là, il y a des écarts entre les aimants. Et si l'avant et l'arrière sont différents, ça pose problème. Tu as le cucu qui ne va pas là où va la tête. Les rotors avec des capteurs, les rotors avec les capteurs sont comme ceci. Il y a différents types de capteurs. Ici, c'est un capteur avec un aimant, donc il faut une grande distance entre le rotor et l'aimant ici, donc aimant et aimant, pour ne pas perturber le champ magnétique l'un de l'autre. Les anciens systèmes fonctionnaient encore un peu autrement, beaucoup plus simple, beaucoup plus compact, mais avaient un problème de retour de courant. Et ces nouveaux systèmes sont bien évidemment beaucoup plus précis, d'où le pilotage faisable avec cela. Chaque marque fait ses prix. À toi de trouver ce qui te plaît au fur et à mesure du temps. Depuis tout le temps que j'ai repris le modisme, depuis l'arrivée du brushless, je retombe toujours systématiquement sur Hobbywing. Hobbywing font du bon matos à prix correct. C'est pas le meilleur, mais c'est bon et le prix est sympa. C'est moins cher que beaucoup de rebadges de la marque même, ce qui est assez délirant. Spectrum rebadge du Hobbywing te les revend plus cher. C'est fou. Elle connecte aussi, d'autres aussi. À un moment donné, ensuite, Hobbywing s'est un peu envolé avec les prix, puisqu'il n'y avait plus de Castle face à eux. Alors, hormis bien sûr le domaine de la compétition, où il y a une pléiade de motoristes. Ici, on reste dans la gamme loisir. Même si ces engins là maintenant ont des capteurs et Castle aussi, pourquoi on utilise de temps en temps du Castle et du Hobbywing à capteur alors qu'on roule en loisir? Parce que chez Hobbywing c'est abordable, ou parce que chez Castle on a les dimensions et les puissances qu'on veut par rapport à ce qu'on veut faire avec le véhicule. Et que c'est toujours encore moins cher que certains trucs de compétition qui ne résistent pas autant. Je m'étais perdu dans l'histoire. Donc, Hobbywing, à un moment donné, tu te tournais plus vers Léopard SKRC. Tu n'avais pas la même fiabilité. Et là, Hobbywing, pour notre plus grand plaisir, a remis une claque à tout le monde en faisant une nouvelle série avec des prix un peu plus bas. Et c'est quand même cool. Puisque pour le prix d'un ensemble comme ça, G2, pour en est à un cinquième de 10-12 kg, et chez Castle, tu n'as qu'un ensemble pour un huitième. Chaque marque a ses petites habitudes, comme j'ai dit, sur les variateurs, les programmations, les moteurs. Maintenant, ils ont lié les moteurs au Vario avec des puces, des trucs de reconnaissance pour que tout fonctionne de façon optimale. Tu peux bien sûr tout mélanger. Ça ne fonctionnera pas toujours de façon optimale. Il y a des réglages à faire pour que tu puisses utiliser. Alors, soit tu ne peux pas utiliser toutes les capacités de réglage du Vario, soit effectivement tu n'arrives pas à faire marcher le moteur comme il faut. Mais ça, c'est quand même très rare. Il y a des fabricants, à un moment donné, qui avaient fait des trucs déjà où le Vario ne marchait qu'avec le capteur branché dans le moteur de leur marque. Ils ont très vite arrêté puisque personne ne les achetait. Ça fait n'importe quoi, parce que tu as un des deux qui a un problème, tu es obligé de racheter le set complet. Donc, c'est débile. Comme j'ai dit, là aussi, on a l'arrivée du brushless, ça a bouleversé tout le monde de la RC. Maintenant, encore des avancées techniques. La miniaturisation permet aussi d'avoir des mini-voitures déjà en brushless qu'on n'avait pas avant. Tu peux retrouver ce genre de petits bestiaux en brushless pour 80-90 € avec la batterie 3S. D'un autre côté, après, tu as les marques qui te font des mini-machines à 150 balles en charbon. Toujours les mêmes, Traxxas et Horizon Hobby. Dans le domaine du crawler, on utilise encore beaucoup de charbon parce que c'est pas cher, c'est vite remplacé et ça permet de rouler tendrement à bas régime. Ok.
là où le brushless sera plus cher pour faire la même chose. Je comprends. Si tu demandes par contre plus de performance, tu vas quand même te tourner vers le brushless pour la plage d'étalage. Ça générise de plus en plus. Hein. Comme dit maintenant, ils font des combos IP67 avec le maintien de vitesse en montée en descente. Donc des trucs de dingue pour avoir une liaison au sol de fou sur les crawlers. Donc tu t'y mélanges pas, hein, tu fais bien gaffe. Et maintenant une petite annexe spéciale pour les constructeurs, Castle, TP Power, les nerfs qui n'utilisent pas les codes de diamètre et de dimension standard en millimètres. Donc ça je te dis 36,70, 42,69, c'est écrit dessus. 42,75, 42,82, 40,92, 56 par 113, ce sont simplement les codes en millimètres de ces moteurs. Et tu as des fabricants comme TP Power qui vont te mettre 40-70. Tu te dis, c'est un moteur de diamètre 40 x 70. Perdu. Il fait bien 40 de diamètre, mais il fait 110 mm de long. Donc là, tu ne sais pas. Castle qui utilise du 15-15, par exemple, donc c'est un moteur carré, c'est quoi? Donc il est aussi long que large en diamètre. Et ben non, en fait 15, ça va être 42 mm. Et 15 pour la longueur, ça va être 75. 72 mm. Tu comprends pas. Peut-être que c'est la taille du diamètre du moteur et de la longueur de l'aimant. Je sais pas. Donc il faut bien faire gaffe à la correspondance de ces tailles. Sur les constructeurs, il faut aller sur le catalogue, il faut aller voir s'ils ont mis la taille quelque part. Il faut aller voir s'ils ont mis la puissance. Est-ce que tu ne sauras jamais? Est-ce que beaucoup de gens font des calculs tralalou lalou par-dessus le pouce là pour le rendement? Tu n'as pas, aucun de ces constructeurs ne nous donne son ρ. Rho, c'est le R avec une petite vague dessus, qui est le coefficient de perte du moteur dont seul le fabricant du moteur connaît exactement. Que seul le constructeur connaît exactement par rapport à la résistance des matériaux utilisés, donc la qualité du matériel pour le bobinage, la qualité justement de l'aimant, le rotor stator, tous ces calculs-là. Pour le calculer, il n'y a qu'une façon à faire, c'est qu'il faut entraîner le moteur. Enfin, le moteur doit entraîner en fait une dynamo. D'accord? Donc tu vas nourrir de 1000 watts le moteur, et de l'autre côté, tu regardes ce qui reste en sortie lecture dynamo. On n'a pas ça. Qui a ça? Un banc comme ça de test, truc mouche. Et par les calculs, c'est quasi impossible. Alors, faut sortir ton ohmmètre, il faut calculer la résistance de ton bobinage, la résistance des fils, des cosses, des soudures, parce que la qualité de l'étain utilisé, la qualité de la cosse ici, si c'est une simple cosse en laiton ou vraiment une cosse en or ou autre, pleinement va tout changer. Donc si tu prends un moteur top qualité, tu vas prendre un moteur qui a un axe en acier extrêmement dur, donc en acier trempé usiné dans la masse par exemple, qui a pas juste l'axe, qui est usiné sur beaucoup plus gros. Parce que là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un axe, ils te collent le reste dessus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. Parce qu'imagine qu'ils utilisent un gros cylindre en acier trempé pour usiner la sortie d'axe à la taille qu'il faut, et que derrière, tu as les porte-aimants. Pour que tous les aimants soient bien calés dedans. Là, on a un truc optimal. On a bien sûr un poids conséquent pour le rotor. Ensuite, un manteau en Kevlar de super méga qualité, du bobinage en cuivre de super méga qualité, des soudures de dingue sur des cosses de dingue, et tu arrives à un moteur Lehner. Tout simplement, c'est la différence entre ces 94% et les 85 à 87% du reste des moteurs du marché. Voire pire, hein, bien sûr, on a toujours pire, les moteurs vraiment bas de gamme qui tournent à 75% d'efficacité, même voire moins des fois, mais selon ce que tu fais comme utilisation, ça peut suffire. C'est quand même sympa d'avoir un moteur à 15 balles qui fait le boulot et de ne pas devoir mettre 50 balles dans un moteur pour finalement pas en profiter plus, parce que ça suffit par rapport à tes limites. C'est là qu'il faut bien s'orienter. Donc prenez-vous le temps. Prenez bien le temps sur les sites de poser des questions. N'oubliez pas que, évidemment, le vendeur, lui, va vouloir te vendre ce qu'il a en stock ou ce qu'il a disponible. Il ne connaît pas forcément ton véhicule, il ne connaît pas ton style de conduite, c'est un vendeur. Si c'est un technicien, il va pouvoir t'aider plus. Sur les forums, tu vas trouver tout et tout le monde. Hein. Tu vas trouver le gars qui veut t'aller te pousser dans cette boutique pour acheter ça ou t'acheter son occasion. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a le gars qui vend de l'occasion qui sait que c'est exactement ce qu'il te faut et qu'il a raison. Mais tu vas dire, il le vend, alors forcément il prêche pour son église. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu chaud. D'accord?
Moi, tu peux me demander à tout moment dans les commentaires, je te demanderai toujours la même chose, hein. Si tu veux un conseil sur un moteur, il faut que tu me donnes ton véhicule, ce que c'est comme engin. Tu ne me le donnes pas, tu me dis ce que tu as comme engin. Tu me dis, surtout, c'est très important, il y a des gens qui ont oublié de me dire, ah, j'ai mis 4 tonnes d'aluminium dessus, j'ai un X-Max, mais en fait, il fait 18 kg maintenant. Euh, Donc le poids de ton véhicule, les modifs que tu as fait et ce que tu aimerais faire si tu veux toujours bombarder et rouler vite, je vais te donner bien sûr un autre setup moteur et machin que le gars qui veut rouler normalement, avoir du plaisir ou beaucoup d'endurance. On reste dans le domaine du loisir. Hein. Si tu veux rouler compétition circuit, il faut demander des gens qui roulent compète circuit. Ils sont plus au fait des derniers trucs utilisés. Ici, il y a surtout que tu as des normes à respecter pour le circuit, donc tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Moi, typiquement, le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est en buggy 1.8. Ça roule en moteur de 65-68 mm, mon GT8. Alors que moi, en loisir, je vais préférer un moteur de 74 qui fait un pauvre petit cheval de plus. Alors, tu te dis, ouais, c'est pas beaucoup un cheval. Bah si, parce que tu passes de 2,5 à 3,5. Ça fait une grosse différence. Le petit cheval en plus, on va pas l'exploiter. Mais la différence, c'est qu'on va pas forcer sur le moteur, donc tout respire tranquille. Mais, je te l'ai dit tout à l'heure, les constructeurs vont de l'avant. Quand tu vois un moteur Hobby-Wing maintenant piste qui est ajouré complètement, qui pèse 280 grammes au lieu de 400 grammes un moteur comme ça, voire jusqu'à 500 selon la qualité des matériaux utilisés, qui est ventilé, donc qui va chauffer zéro, c'est un truc de fou, avec le capteur dernière génération. Mais la différence, c'est le prix. Tu as un moteur d'un côté à 180 € contre un moteur que tu vas pouvoir peut-être avoir à 60 ou 70 €. Ça rentre aussi en ligne de compte. Donc avec un moteur à 70 € pour le loisir, tu feras la même chose que le gars en compétition qui sur le moteur à 180. Mais lui, il a des règles à respecter, il veut tirer le maximum de son matos, et toi, tu veux juste profiter. Et si tu veux tirer le maximum, c'est encore mieux de toute façon de prendre un moteur pas cher, de claquer un moteur pas cher que de claquer un moteur cher. Si tu n'as pas le budget, tu fais ce que tu as envie, bien évidemment. Si tu as envie de te taper le délire de monter ce moteur là-dedans, avec mon Vario que je t'ai montré tout à l'heure, et mettre du 6S à bord et de fixer le tout sur une plaque en acier d'1 cm parce que la suspension châssis ne te servira plus à rien. Fais-toi plaisir, faut tester pour y arriver. La panne la plus courante sur ton moteur, c'est quoi? C'est ton pignon moteur, on a un méplat ici, qui se desserre un peu, qui tapote un petit peu, au bout d'un moment il va tourner autour. Donc certains constructeurs, comme Arma, se sont crus malins à faire un pignon moteur avec un méplat aussi. Méplat sur méplat, ton pignon se dessert, clac, 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 ça cogne, jusqu'à te flinguer ton rotor. Si ça force trop, de toute façon ton rotor il crève. Pour être sûr que ça crève, ils t'ont mis un circlips devant. Je suis définitivement pas pour ça. Je préfère, enfin le circlips, oui, pour empêcher ton pignon de se décaler, mais il faudrait l'empêcher de se décaler d'avant en arrière. D'où Traxxas dans le X-Max qui a mis une bague à l'arrière entre le bout du rotor et le roulement. Comme ça, le pignon ne peut pas reculer, le pignon ne peut pas avancer. Il peut se desserrer, mais il restera là, il ne te flinguera pas les dents. Pour moi, c'est important qu'il puisse se desserrer, parce que si c'est trop violent, si ça chauffe trop, il peut tourner autour. Dans ce cas-là, tu vas flinguer systématiquement un rotor ou un moteur. Ce qui va coûter beaucoup plus cher à la fin que de l'autre sens. Ça, c'est une chose. Donc, ça, les roulements, je t'en ai parlé, faites gaffe au sable fin, sable de plage, les grains de sel, tout ça qui flingue les rotors moteurs parce que ça passe entre pignon-couronne. Le roulement, il prend des coups, il bouge, il y a un peu de jeu, il y a quelque chose qui passe entre, je te promets, ça arrive. J'ai vu des rotors de X-Max rainurés comme un disque vinyle, pas que de X-Max, même sur des grosses caisses 1.5 qui ont roulé sur la plage. Ça a complètement rainuré le rotor, donc il y a un jeu entre le roulement et le rotor, il y a un jeu du roulement dans le casier, tout est mort, c'est poubelle. Les aimants qui éclatent parce que pour tout ce qu'on a nommé précédemment. Tu peux aussi avoir une autre blague, c'est alors celui-là il est entier, c'est juste que c'est plus long comme ça au niveau du rotor, c'est que tu peux avoir ton rotor qui se déplace là-dedans. Enfin là c'est peut-être même pas normal, je me demande si ce moteur, j'ai reçu d'un labo, je pense que ce moteur est tombé par terre. Il est tombé sur le pif, parce que là il est super court et là il dépasse. Donc quand l'axe se promène dans l'aimant, c'est mort aussi pour ton moteur. Il y a des solutions de secours qui tiennent un petit moment, mais ça ne tient pas grand-chose, un petit coup de colle, machin, c'est pas éternel, c'est qu'un bricolage, et après c'est mort. Donc de même qu'il se balade dedans, ton axe peut se balader à l'intérieur de ton rotor, c'est-à-dire que tu vas accélérer le moteur à faire wouh, mais ton engin ne va pas avancer, parce que l'aimant tourne autour du rotor.
Tu peux cramer donc ton bobinage quand tu surchauffes, court-circuit entre les pôles, là c'est mort pour le bobinage. Ne paniquez pas, ici je dénude. Je vais toucher les fils, et ben il ne va se passer rien du tout parce que chaque petit fil est isolé. En fait, ils sont tous vernis, ils se touchent, mais ils ne se touchent pas. D'accord? Là, tu vois, celui-là, il a des petits problèmes. Il fonctionne quand même encore. C'est assez délirant. C'est un petit moteur de secours en cas de tombola. Hein. J'attends d'avoir quelqu'un qui a un rotor entier. Là, j'ai commandé quelques rotors chez Action Modélisme de moteurs sur passe. Ce ne sera pas forcément les bons, mais on va faire des petits essais comme ça pour s'amuser. Hein. Pour faire des petits dépannages. Les rotors coûtent 15-20 euros selon la taille. Donc, ça va, si on peut faire remarcher un moteur sur 2 ans avec 20 euros. Moi, je trouve ça cool. Sans demander trop. Il dépendra de... On va voir hein, ce qui s'est passé avec ces moteurs. Si ça fume, ça sent le cramé, ça qui fond, les gaines qui font, de toute façon c'est mort aussi. Hein. Donc les plus grosses conneries, je te les répète, pignon trop gros, engin trop lourd, rouler beaucoup trop longtemps quand il fait très chaud et faire surchauffer le moteur, donc pas suffisamment de ventilation. Dans l'idéal, quand tu as le bon pignon avec le bon voltage, le bon moteur dans le bon poids de véhicule, sans exagérer la demande de puissance, tu n'as même pas besoin vraiment de ventilo. Parce que ton moteur va monter à ses 60-80 degrés de fonctionnement, c'est la plage où il fonctionne. La plupart des gens disent qu'il ne faut surtout pas dépasser 60, c'est pas vrai, c'est entre 60 et 80. Il faut un thermomètre pour le mesurer, oublie le reste. Quand tu touches à la main et aïe c'est chaud, ta main te dit à 50 degrés, c'est trop chaud pour toi, lâche, enlève tes doigts. 50 degrés, tu tiens 2-3 secondes, la main dessus. Certains vont peut-être arriver à 60 parce qu'ils ont des grosses paluches pleines de cornes, mais ça s'arrête là. Hein. Après, tu as la peau qui commence à fumer, de façon elle cuit comme un coup de soleil, tout simplement. Donc là, tu vas lâcher, et ça n'est que 50 ou 60 degrés. On n'est pas encore à température fatidique. Certains moteurs lâchent à 90, d'autres qui sont vraiment bons tiennent 105, 110, 115, 120 degrés. D'accord? Bon, les gros qui tiennent longtemps, ça disparaît de plus en plus. Hein. Les plus courants, Léopard, Spectrum, enfin tous les dégradés de Hobby-Wing en fait, à part Coralie, à 90 c'est zone rouge pour eux, alors que les Hobby-Wing pleinement capacité Hobby-Wing, 105 degrés, ils survivent encore. Quand tu as cuit ton moteur, il faut savoir que tu perds l'aimantation. Quand ton moteur commence à chauffer, tu perds des perfs. Là, tu sais que ton moteur chauffe parce que tu perds le champ magnétique en fait. Si tu t'arrêtes à temps, le rotor récupère. Si tu t'arrêtes pas à temps, tu as perdu la magnétisation. Donc ton moteur est moins performant, consomme plus, chauffe plus la fois d'après. Et tu peux arriver à démagnétiser totalement les aimants. Et là, c'est mort. Tu ne peux pas remagnétiser totalement un aimant. Tu peux frotter 2 aimants ensemble, tu vas récupérer l'alimentation, mais jamais tu n'auras la pleine capacité nouveau à aimanter quelque chose. D'accord? Très important ça. Pensez-y, faites attention à ça. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, j'aimerais que vous fassiez la liste de tout ce qui vous est arrivé, dans quelles conditions. Il y a bien sûr des moteurs de faible qualité qui lâchent sans prévenir. Il y a des erreurs de fabrication qui peuvent survenir, qui peuvent lâcher sans prévenir. Le plus gros point faible reste le roulement. D'accord? Donc, prenez-en soin. C'est cher et c'est vraiment le cœur de la machine. Je veux dire, c'est sûr, sans Mario, tu roules pas non plus. Mais c'est le moteur qui donne la sensation, la puissance, machin bidule et tout. Bien sûr, relié au variateur et à la batterie. Et ensuite, il faut que la méca encaisse. On va voir dans quel sens encore ça va évoluer. Hein. Là, ça évolue énormément vers vraiment l'économie à la fabrication en ce moment. Donc, on a des qualités qui chutent. Les constructeurs trouvent des subterfuges pour garder les performances avec de la qualité moindre. Ils arrivent même, dans certains cas, à augmenter les performances avec des trucs moindres. Et voilà, donc n'achetez pas tout et n'importe quoi. Prenez bien le temps de regarder les photos. Et prenez bien le temps de vous renseigner. Comme dit, il y a beaucoup de rebadgers. Souvent, les rebadgers sont plus chers que les constructeurs d'origine. L'avantage, évidemment, si c'est du rebadger français, pour nous les Français, surtout si c'est acheté en boutique, c'est le SAV. Attention, il y a des SAV qui sont très agressifs, qui ont tout de suite dit oh, rotor détruit, c'est la faute de l'utilisateur, bobinage cramé, c'est la faute de l'utilisateur, rotor rayé, faute de l'utilisateur, si c'est la faute de l'utilisateur, faute de l'utilisateur, faute de... Et ils vont tout te dégager.
Il y en a qui sont sympas et qui prennent tout en compte. Bien sûr, selon les rebadgers, comme dit, selon ton projet, si tu veux une liaison de couleurs, il y a un moteur qui va te plaire plus chez lui ou chez lui. Il y en a un qui va faire un beau moteur, l'autre un moteur basique, tu vois. Tu as des moteurs comme ça qui ressemblent à rien, qui sont tout aussi performants, voire plus que des beaux moteurs. Mais les gens vont se tourner, comme toujours, vers ce qui leur plaît. Ce qui est tout à fait compréhensif. C'est comme ça. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'essaie de pas trop m'étaler parce que c'est vrai qu'on part vite dans tous les sens. Comme dit, les détails, on les donnera plus tard. Je te rappelle donc, attention, taille moteur, taille de l'axe, d'accord, poids de ton véhicule, rapport de transmission, entretien. Et on y est. Une toute petite parenthèse encore entre la corrélation entre les moteurs et les variateurs. C'est pareil, il y a des variateurs jusqu'à 2S, jusqu'à 3S, donc forcément tu mettrais des moteurs qui prennent 2 ou 3S. Tu peux mettre un moteur qui prend plus de S, mais ne l'exploiter qu'en 2 ou 3S, tu n'auras juste pas, justement, ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les 2800 kV avec le voltage restreint, les performances max possibles par le moteur. Ça, c'est l'autre truc que j'ai oublié, c'est que le constructeur te donne les perfs max au voltage max. Si tu diminues le voltage, tu diminues ta conso, tu diminues tes perfs. Tu ne sortiras pas les 2400 watts. Ton ampérage va être moins grand. Le moteur va essayer quand même parce qu'il veut, surtout quand il va forcer, mais en utilisation standard, tu n'y arriveras pas. Mais c'est vrai que si tu forces, lui, il va quand même consommer les ampères. Ça peut poser des problèmes. Tu feras attention aussi que les moteurs, si tu prends un moteur de 1000 kV, on va rester sur 1000 parce que c'est facile, et que tu ne l'exploites qu'à 50%, donc à 500 kV, ça ne reviendra pas au même du tout qu'un moteur qui a un bobinage plus grand qui fait aussi 500 kV. D'accord ? Tu auras un moteur qui a toujours moins de couple et qui, à 500 kV, en fait, aura une consommation plus grande et une efficacité, un rendement moindre. Tu vas être à 1000 watts absorbés et tu ne vas sortir que 400, enfin, ou 500 ou 600, alors que le moteur de 500 kV, qui sera à fond avec ses 500 kV, sera à son maximum d'efficacité. Et son couple maxi, lui, il l'a tout le temps. D'accord ? Qui est plus grand que le moteur avec plus de kV. Mec, ça c'est peut-être déjà quelque chose à rajouter à l'autre tuto en fait. Alors on va rester sur ça. Je vous attends dans les commentaires avec impatience, toujours quand je sors les vidéos du samedi matin, enfin tous les samedis, tous les matins. Quand j'ai le temps de passer le matin, je me prends de lire tous les commentaires. Pensez à partager vos expériences, ce qui vous est arrivé. Si on fait un tuto moteur, bah, tu parles des moteurs. Si on parle l'autre fois, l'autre jour, on a parlé du REVO. Le seul qui a partagé quelque chose sur les REVO, c'est Jam Jam. Où sont les autres? Babou, partage-nous ton expérience avec ton REVO. C'est pas parce que tu n'es pas content du REVO qu'il ne faut pas le dire. Au contraire, tu peux dire voilà, j'ai pris ce véhicule, mais j'ai cassé ça, ça et ça et ça. Je me rends compte que c'était pas pour moi. Après, il faut pas oublier de dire que tu as cassé parce que tu as tapé le trottoir. Non, je tape pas encore sur Babou. Babou, c'est un gamin formidable. C'est un gamin qui a très bien compris comment ça fonctionne, qui n'a pas peur des mots. Lui, d'accord? Il sait très bien que quand il prend une claque, c'est douloureux, c'est inévitable, ça fait mal. Alors que quand on lui dit petit con, c'est pas grave, c'est que ton avis à toi, je m'en fous de ton avis. Tu vois, les mots ne font pas mal. Arrêtez de vous laisser maltraiter. Ah, il a été méchant avec moi, il m'a mal parlé. Mais il n'a pas été méchant, si tu as mal parlé, tu t'en fous, c'est toi qui l'as écouté, je ne l'écoute pas alors. Mais fais quelque chose. Par contre, la patate, si tu ne l'as pas évité, tu l'as pris. Ça, c'est fatal. D'accord? Détendez-vous. Donc Babou, oui, partage-nous ton expérience avec ton REVO. Tous ceux qui ont été mécontents aussi balancés, tous ceux qui étaient contents balancés. C'est important, puisque quelqu'un va peut-être être intéressé par l'achat d'occasion de telle ou telle machine ou moteur ou truc Michu. Et s'il y a que les bons côtés, il va dire bah, c'est du bon matos, il va le prendre et lui il ne sera pas content parce qu'il n'aura pas la même utilisation que tous ceux qui étaient contents. La façon dont tu utilises ton matériel change énormément de choses, d'accord? Comme dit, les spécialistes, c'est ceux qui mettent des moteurs, des pneus de plus en plus gros parce qu'ils veulent rouler à 100, 110, 120. Avec le calcul théorique, c'est 110, 120, mais qu'ils n'arrivent pas à les atteindre, ça ils n'ont pas encore compris. Pourquoi ils n'ont pas encore compris non plus, surtout dans le tout-terrain. Et ensuite, ils flinguent tout, ils te disent c'est un moteur de merde. Non, c'est le pilote qui a merdé. Dans beaucoup de cas. Hein. N'oubliez pas, on est dans le domaine de la voiture RC, les constructeurs les ont fabriqués pour rouler sur les 4 roues. Tout ce que tu fais en plus ou en moins que de rouler sur les 4 roues va forcément nuire à la mécanique, à la machine et à tout le reste. Bon week-end à tous et à demain
pour un unboxing que j'attends depuis longtemps, en fait, et c'est grâce à obiku.com que ça va être possible. Si je te montre bien cette vidéo-là demain.